Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de l'épisode 2 de John Carpenter Anthology, la série d'émissions consacrée à l'un des plus grands réalisateurs américains vivants. Après avoir évoqué les 6 premiers épisodes, cette fois-ci, attardons-nous largement sur la franchise sous la période Weinstein. Comme pour les 2 premières parties, nous allons donc revenir dans le détail, donc si vous n'avez pas vu les films ou ne désirez pas être spoilé, n'hésitez pas à passer votre chemin. Pour les plus courageux, direction 1998. Bien qu'Halloween 6 soit une véritable débandade, les Weinstein continuent à produire des Halloween, surtout qu'entre-temps, ils ont également produit Scream, qui est un néo-slasher, c'est-à-dire un slasher qui est référencé et peut donc jouer sur la pop culture avancée par des films comme Halloween, Vendredi 13 ou Black Christmas. Et quoi de mieux que de relancer la franchise à travers un œil beaucoup plus méta, c'est-à-dire avec le scénariste Kevin Williamson, qui n'est autre que le scénariste de la plupart des Scream, mais aussi de Souviens-toi l'été dernier. Pourtant, à l'origine, c'est Robert Ziappa qui a l'initiative de ce projet, puisqu'il avait déjà entamé la trame initiale. Kevin Williamson s'est alors rajouté aux réécritures, en compagnie de Matt Greenberg, le scénariste du Règne du Feu. Toutefois, Zappia ne souhaitant pas avoir un crédit avec Williamson, Williamson s'est contenté d'un poste de producteur. Mais en effet, il a bel et bien scénarisé une bonne partie du film, notamment en rajoutant des éléments comme le personnage de Jamie, qui devait être évoqué le temps de quelques scènes, mais finalement cela a été coupé au montage. Toutefois, si le canon avec Jamie n'est pas clairement évoqué dans le film, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas non plus effacé de l'histoire de la franchise, au contraire de ce que fait le dernier film avec tous les opus sortis après le premier. Le canon est juste laissé de côté pour pouvoir laisser place au retour de Laurie Strode, toujours campé par Jamie Lee Curtis qui faisait alors son grand retour dans la franchise Halloween. Il se trouve que John Carpenter devait réaliser initialement le film qui devait signer ses retrouvailles avec Jamie Lee Curtis, mais finalement cela ne s'est pas fait parce que Moustapha Akkad n'acceptait pas que John Carpenter demande des royalties en plus de son salaire. Ce sera finalement Steve Miner qui réalisera le film, soit le réalisateur de Vendredi 13 2 et 3. Au final, Halloween 20 ans après se révèle être un slasher particulièrement efficace qui permet justement de continuer l'héritage de Laurie Strode, évoquant ses traumatismes, mais également le fait qu'elle a des névroses à chaque fois qu'Halloween approche, montrant bel et bien qu'elle est une victime. Cela vous dit quelque chose ? Eh bien oui, c'est plus ou moins le même traitement qu'il y a dans le dernier film. Et ce n'est pas forcément un compliment puisque le film de David Gordon Green a particulièrement la même structure dans son ensemble. Donc Halloween 20 ans après apparaît comme un reboot plutôt efficace de la franchise, puisque même 20 ans après, d'autres font exactement la même chose que lui, et honnêtement avec 20 ans de retard comme on peut le constater. Le film bénéficie d'une durée assez courte, lui permettant d'être particulièrement efficace, et de donner lieu à un climax assez angoissant, et qui permet justement un affrontement digne de ce nom entre le frère et la sœur. Sorti à l'été 1998, Halloween 20 ans après se révèle être une excellente affaire, puisque pour 17 millions de dollars de budget, il en a rapporté 72. Une manière pour les frères Weinstein de continuer à exploiter le filon, et ce malgré quelques magouilles, comme peut l'attester le pauvre compositeur John Ottman. Sa musique n'a pas plu, donc ils l'ont dégagé en post-production, et ils ont mis à la place Marco Beltrami, qui a fait des pistes additionnelles, et a mis plusieurs de ses compositions pour Mimic et pour les 2 premiers Scream dans la composition du film final. Jamie Lee Curtis étant encore sous contrat avec les Weinstein, elle doit donc rempiler pour un nouveau film, à une seule condition, que son personnage meure cette fois-ci une bonne fois pour toutes. Ce sera finalement le cas au début d'Halloween Résurrection, 8e épisode de la franchise Halloween, réalisé par Rick Rosenthal en 2002. Le même Rick Rosenthal qui avait été plus ou moins évincé d'Halloween 2 et qui reprend cette fois-ci du service. En voyant Halloween Résurrection, on comprend un peu mieux pourquoi John Carpenter est repassé derrière Rick Rosenthal sur Halloween 2. Et pour cause, le film est complètement raté, semblant être 2 films en un. La première partie concerne Laurie Strode et justifie 15 tonnes de trucs en rapport avec Halloween 20 ans après. Finalement, ce n'est pas Myers qui avait été décapité, mais un mec que Myers avait fait passer pour lui. Ce qui est complètement aberrant parce que, objectivement, si l'on se fie à la plupart des épisodes de la franchise qui sont sortis avant, Michael Myers est complètement cramé à la suite de l'incident qui survient dans Halloween 2. Donc cela veut dire qu'un homme complètement cramé est passé comme ça inaperçu auprès de différents agents, ce qui n'est absolument pas crédible une seule seconde. Et le reste concerne une émission de télé-réalité où des candidats se retrouvent dans la maison de Michael Myers, qui finit inévitablement par revenir dans la maison. Malheureusement, la plupart des séquences de meurtre sont complètement foutues en l'air parce que tout est filmé avec des mini-caméras comme dans un fan footage, donc en fait on ne voit strictement rien, et le film est
et honnêtement même pas divertissant. Si Halloween 6 était complètement naze, au moins il avait le mérite d'être drôle dans ses incohérences et tout ce qui va avec. Là, pour le coup, le film est totalement inconsistant et ne donne honnêtement même pas envie d'être revu. Ce qui s'est confirmé par un score beaucoup plus faible que ceux de Halloween 20 ans après, puisque le film a coûté 13 millions de dollars et n'en a rapporté que 37. Après avoir opté pour une sorte de crossover entre Pinhead, le personnage de Hellraiser, et Michael Myers, puis pour une préquelle, les Weinstein ont finalement fait un remake en compagnie du réalisateur Rob Zombie. Le rocker s'était fait remarquer au début des années 2000 avec 2 films, le premier La Maison des Mille Morts, puis sa suite The Devil's Reject. L'entente cordiale entre Zombie et les Weinstein a été très courte, puisque par la suite, avant même que le film ne sorte, un workprint avait fini par sortir, qui était une sorte de director's cut de Zombie, et officieusement, il a souvent été dit que c'était lui-même qui l'avait balancé sur le net. Dans ce workprint, on pouvait notamment voir une scène de viol collectif où Myers finissait par tuer les 10 violeurs, mais aussi que Loomis, incarné par Malcolm McDowell, tuait Michael Myers, qui est joué ici par Tyler Mann. Malgré cette fuite, le film s'en est plutôt bien sorti, puisque pour 15 millions de dollars de budget, il en a rapporté 80 millions en tout. Soit la preuve que les remakes dans les années 2000 ont beaucoup marché, mais également que dans un certain sens, la franchise Halloween est toujours autant d'actualité. Rob Zombie opte pour un film 2 en 1. C'est-à-dire que d'un côté, il fait une partie préquelle, qui concerne la jeunesse de Michael Myers, essaye un peu maladroitement de dédiaboliser Michael Myers, et de l'autre, une partie complètement remake. Bien qu'elle a ses défauts, la première partie est certainement la meilleure du film. Elle montre un quotidien assez éloigné de celui du film de John Carpenter, puisqu'il montre une famille plus ou moins white trash, avec un beau-père qui est complètement à la ramasse, une mère qui est stripteaseuse, une sœur qui finalement ne s'occupe jamais de lui, et Myers qui fait déjà des petites expériences sur des animaux. Un quotidien déjà pas terrible qui sera accentué par les meurtres de Myers. Zombie est d'autant plus fidèle à la franchise qu'il essaye justement de garder certains éléments, à l'image du fait que Laurie est la sœur de Michael Myers, jouée ici par Scout Taylor-Compton. Les babysitters restent plus ou moins identiques, avec la plus sage, la fille qui est un peu dévergondée et celle qui l'est complètement. Sauf que Zombie se veut beaucoup moins prude que John Carpenter et montre des adolescents qui sont sexualisés ou alors particulièrement violents. Donc si le remake n'est pas totalement convaincant, il en reste pas moins une note d'attention plutôt sympathique. La production de la suite du remake fut en revanche beaucoup plus mouvementée. En effet, au départ, Rob Zombie ne veut pas rempiler pour un Halloween 2 et se montre plutôt intéressé par un projet autour de catcheurs mexicains qui est nommé T-Rex et qui devait initialement être aussi produit par les Weinstein. Alors les Weinstein finissent par engager Alexandre Bustillo et Julien Maury, les réalisateurs d'À l'intérieur, qui avaient déjà collaboré avec eux sur un remake qui a avorté d'Hellraiser. Leur but était également de faire un film 2 en 1, avec d'un côté Myers durant ses années d'internement, et de l'autre la suite directe du remake, avec Laurie qui se retrouvait à l'hôpital, tout comme les autres personnages encore vivants, comme Loomis et Annie qui se font littéralement dégommer par Myers. Comme les Weinstein n'ont pas voulu faire T-Rex, Rob Zombie avait donc encore un film à faire pour eux, et donc il est revenu sur sa décision. Bustillo et Maury ont été dégagés, et Rob Zombie est devenu le réalisateur d'Halloween 2. Ayant beaucoup moins de contraintes que sur le remake, Rob Zombie a pu faire une suite beaucoup plus personnelle. Les 25 premières minutes sont ainsi un remake complet d'Halloween 2, avec Laurie qui se retrouve à l'hôpital, dans tout ce qu'il y a de plus crade. Ainsi elle passe sur le billard, Myers tue tout ce qui bouge dans l'hôpital, et finalement cela donne des scènes particulièrement radicales. Si le premier film était déjà un peu particulier là-dessus, là on peut dire que Rob Zombie a fait un film radical, violent, et où Myers est littéralement une bête humaine. Il tue tout sur son passage, et de la manière la plus brutale et violente possible. Les corps sont mutilés, fracassés, défoncés, tout ce que vous voulez, mais en attendant, Myers ne fait de cadeau à personne, et pour le coup, le film est vraiment déconseillé aux âmes sensibles. Par la même occasion, le film se veut très intéressant sur l'après-incident, puisque Rob Zombie analyse les différentes réactions des personnages survivants au premier film. Laurie et Annie sont totalement traumatisées par les événements. Laurie n'est plus du tout la fille sage qu'elle était, là où Annie n'est plus du tout la fille dévergondée qu'elle était autrefois, restant cloîtrée chez elle, totalement traumatisée à l'idée de sortir. En revanche, Loomis, que l'on pensait mort dans le premier film, est finalement toujours vivant et exploite pleinement les crimes de Michael Myers, au point justement de faire des révélations plutôt douteuses. Et pour cause, il n'était pas précisé à Laurie dans le remake qu'elle était la sœur de Michael Myers, rendant Laurie encore plus traumatisée et névrosée qu'elle ne l'était au début du film.
Brad Dourif, qui joue le shérif et donc le père d'Annie, devient ici une sorte de némésis à Loomis, le remettant largement à sa place, tout en essayant de sauver les 2 enfants qu'il a essayé d'éduquer, soit d'un côté Annie et de l'autre Laurie qu'il a recueillie. Ce qui permet à Brad Dourif de sortir complètement de ses rôles excessifs qu'il a pu avoir dans le passé, que ce soit par exemple en incarnant Chucky, ou alors le flic raciste que l'on retrouve dans Mississippi Burning. Ce qui permet à l'acteur de signer une prestation particulièrement touchante et marquante. Donc Halloween 2 est finalement une suite meilleure que le remake, et surtout l'un des opus les plus intéressants de la franchise depuis le premier film, et certainement le meilleur film depuis le John Carpenter. Malheureusement, si le film est qualitativement important, en revanche niveau chiffres ce n'était pas ça. En effet, pour 15 millions de dollars de budget, il n'en a rapporté que 38. D'ailleurs, le film n'est même pas sorti en salle en France, puisqu'il est sorti en direct to vidéo en mars 2010. Voyant d'un mauvais œil la sortie d'Halloween 2, les Weinstein ont donc décidé d'accélérer la machine et de proposer à Bustillo et Mori à nouveau une suite, donc le 3e opus du remake, qui était alors centré sur Tommy et Lindsay, les 2 enfants que gardaient Laurie et Annie dans le premier film. Mais suite à la sortie du 2, les Weinstein ont rebroussé chemin. Par la suite, ils ont encore une fois demandé à Bustillo et Mori de faire un autre Halloween, cette fois-ci en compagnie de S. Craig Zahler, qui était alors tout sauf le réalisateur de Bone Tomahawk. Ils ont collaboré un peu ensemble, et il était question d'une sorte de fan footage en 3D, qui était en fait une sorte de reboot où Myers était en fait un jeune qui était complètement traumatisé par une mère abusive, devenu schizophrène, et qui avait été brûlé dans un incendie. Autant dire un énorme bordel qui fut vite stoppé, et heureusement. Ce qui n'a pas empêché une autre tentative, cette fois-ci nommée Halloween Returns, avec Marcus Dunstan, le réalisateur de The Collector, aux commandes. Le projet a toutefois été retardé jusqu'à ad nauseam, et pour cause, les droits ont fini par passer de dimension à Miramax. Ce qui nous amène au dernier film, puisque en mai 2016, Miramax a fait un partenariat avec Blumhouse, la boîte de production de Jason Blum, le mec derrière les Paranormal Activity et les The Purge, pour produire un nouveau film. À la différence que cette fois-ci, ce ne sera plus du tout une suite aux différents films chronologiques, mais plutôt une suite directe au Halloween de 1978. Ce point de vue est venu de David Gordon Green, le réalisateur de Joe et réalisateur de ce film, et Danny McBride, acteur en général, mais ici scénariste. Sauf que certes, le film n'a rien à voir avec les autres opus de la franchise, mais en revanche il leur fait des clins d'œil, ou alors a une structure finalement assez similaire ou des éléments similaires, à l'image du final qui est finalement le même qu'Halloween 2, ou alors de la structure même qui n'est pas si différente de celle d'Halloween 20 ans après. Ainsi Laurie Strode est toujours traumatisé par les crimes de Michael Myers, sa famille est toujours concernée, que ce soit dans Halloween 20 ans après avec Josh Hartnett, ou alors dans celui-là avec Judy Greer d'un côté et Andy Matichak de l'autre, toutes deux jouant sa fille et sa petite-fille. En comparaison, la plupart des personnages masculins, en dehors de Will Patton et évidemment de Michael Myers, qui est à nouveau joué par Nick Castle, sont plus ou moins caractérisés comme des beaufs ou alors comme des idiots. Si les scènes de meurtre sont particulièrement efficaces et la réalisation particulièrement soignée, tout comme la musique de John Carpenter qui se révèle plutôt convaincante dans son ensemble, Halloween 2018 n'est finalement qu'un film de plus dans la franchise, qui n'a rien de révolutionnaire et surtout on a vu beaucoup mieux dans les années 2010, même si dans le cinéma d'horreur actuel, il est assez difficile de trouver des films américains particulièrement convaincants. Donc voilà pour cette 3e partie, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter sur YouTube, sur Twitter ou sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et sur ce je vous dis à la prochaine.